Salut à tous les petits foufous de l'histoire. Eh bien, ça y est, vous êtes plus de 3000 sur cette chaîne. 3000. Mais c'est un truc de malade quoi. Mais pourquoi vous êtes là? Vous êtes fous franchement. Alors je sais que pour certains ça pourrait paraître peu, mais pour moi c'est énorme, surtout quand on sait comment j'ai commencé la chaîne. J'y reviendrai au cours de la vidéo. 3000, c'est comme si on rassemblait tous les élèves que j'avais eu depuis le début de ma carrière et qu'on les multipliait par deux, qu'on les mettait comme ça devant moi. C'est tout un régiment, c'est toute la population de Aulnay-sur-Odon. C'est une petite ville qui est située en Normandie pour ceux qui connaissent. Enfin bref, c'est un truc de malade. Donc évidemment, la première chose que je voulais faire, c'était de vous remercier. Merci parce que si je fais ça, c'est parce que aussi vous m'en donnez l'envie. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos qui, je le sais, sont parfois un peu longues, en tout cas plus longues que ce qui se fait en moyenne sur les autres chaînes d'histoire. Mais bon, c'est un choix qui est totalement assumé et j'en avais parlé dans la dernière vidéo sur la mise au point de la chaîne qui était faite en septembre. Merci de participer activement à la chaîne, que ce soit sous forme de likes, de partages, de commentaires, de questions. Je prends le temps d'y répondre à chacun. Alors évidemment, on arrive à un stade où en fait le nombre de commentaires commence à dépasser mes capacités en temps pour pouvoir y répondre de façon immédiate. Mais je prends le temps de répondre systématiquement à tous les commentaires. Et je voudrais adresser un merci tout spécial à ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui m'ont soutenu dans cette période difficile qui a été, donc c'était septembre-octobre 2017, où YouTube avait clôturé par erreur ma chaîne. Ça m'avait grave dégoûté, hein. Pour ceux qui étaient là, vous savez à ce qu'ils ont été, donc j'avais pas forcément envie de reprendre les choses, parce que bon, quand vous voyez tout votre travail supprimé comme ça sur un coup de tête et en plus sur une erreur, il a fallu batailler pour que YouTube réouvre ma chaîne. Et pas un seul mot d'excuse. Enfin bref, j'avais un peu les boules. Donc certains m'ont encouragé à poursuivre, à persévérer. Et c'est vrai que ça a été difficile, mais finalement, je regrette pas maintenant puisque, tout va mieux maintenant. Enfin bref. Alors, chose promise, chose due, j'avais parlé donc il y a quelques semaines à l'occasion de ce cap des 3000 abonnés d'une FAQ, qui sera somme toute traditionnelle, hein, et je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Donc j'ai fait un listing là de toutes vos questions, vous avez été nombreux à m'en poser, j'en ai recensé 67. Alors comme certaines étaient les mêmes ou se ressemblaient, j'ai pu les regrouper, ce qui me donne beaucoup moins de questions, en tout cas qui va me permettre d'y répondre dans cette vidéo sans prendre trop de votre temps. Alors certaines vont être assez rapides, hein, et puis d'autres par contre je vais devoir développer un peu. Donc j'ai regroupé toutes vos questions en 3 parties, un peu comme une composition des formations professionnelles. Donc il y aura la partie questions perso, la partie questions sur la chaîne et je terminerai par les questions sur les projets futurs. Alors, la première question, c'est d'où te vient ta passion pour l'histoire? Eh bien, c'est apparu très jeune. Alors, dès la CE1, CE2, je savais que je voulais faire professeur d'histoire. Alors, d'où me vient cette passion exactement? Bon, je pense que pour les trentenaires, quarantenaires, vous allez me comprendre, c'est que quand j'étais petit, je jouais aux petits soldats. Donc, ça a peut-être commencé comme ça. Il y avait un autre truc qui m'avait marqué et qui a peut-être accéléré le processus. C'est dans mon école primaire, on avait ce genre de BD que j'adorais, c'était la vie privée des hommes, alors qui racontait l'histoire qui aujourd'hui pour nous serait de façon très succincte, hein, mais qui à l'époque me paraissait hyper détaillée avec des illustrations. Et je pense qu'à force de lire tous les livres de cette collection, ça m'a vraiment donné le goût pour l'histoire. Voilà. Deuxième question, quelle est ta période préférée et pourquoi? Ma période préférée, c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Ça dépend aussi des moments de l'année. Alors comme ça, j'aurais tendance à dire l'Antiquité. Parce que j'adore ces grandes civilisations. Alors évidemment, l'Empire romain, mais aussi les Athènes, les Grecs, les Carthaginois. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un truc, c'est du délire. À chaque fois, voilà. Donc voilà, plutôt cette période.
J'aime bien aussi le Moyen-Âge, donc c'est lié à mon association, mais c'est une question qui m'a été posée, donc j'en dirai pas plus. Et je pense que ces deux périodes, finalement, il faut savoir que quand j'ai passé mon Master 1 et Master 2, le Master 1, j'ai fait un Master, donc c'était sur le Moyen-Âge, et mon Master 2, qui était sur les auxiliaires de l'armée romaine en Germanie, donc plutôt l'Antiquité. Donc vous voyez que, quelque part, ce sont mes deux périodes préférées. Donc j'ai pas une période, mais j'ai plusieurs périodes préférées. Donc question suivante, quand et comment t'es venue l'idée de participer à des reconstitutions historiques? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je fais partie d'une association de reconstitution qui s'appelle l'Ordonnance de Saint-Michel. On est entre 10 et 20, ça dépend des moments des années, où on reconstitue en fait une compagnie d'ordonnance du 15e siècle, du milieu 15e siècle pour être plus précis, on est à la fin de la guerre du 100 ans. C'est une époque où on commence à avoir des armées professionnalisées et l'ordonnance en fait c'est l'unité de base de ces armées professionnelles. Et donc nous, c'est ce qu'on est en train de reconstituer. Alors il y a aussi un aspect civil, donc moi par exemple je frappe monnaie, on a une de notre membre qui fait des vitraux, j'ai mon propre frère donc qui fait les costumes médiévaux, mais d'ailleurs de toutes les périodes, avec sa propre entreprise. Les anciens, j'en avais déjà fait la publicité. Et donc, ces reconstitutions, comment c'est m'est venu? Alors c'est un truc, ça a commencé en fait avec les carnavals étudiants. Il faut savoir qu'à Caen, on a l'un des plus gros, je me demande si c'est pas le plus gros d'ailleurs, des carnavals étudiants de France. Et il se trouve que quand j'ai commencé la fac d'histoire, je m'étais inscrit, c'était un club d'escrime médiéval. Et donc on était une dizaine comme ça à faire de l'escrime, et on s'était dit qu'à l'occasion de ce carnaval étudiant, eh bien, on allait faire une reconstitution de Bravart. Alors attention, on n'avait pas les costumes vraiment historiques à l'époque. Hein. Je me rappelle, ma première tenue, j'avais des moon boots qui étaient entourés de carton avec de la peinture métallique. Enfin, le truc affreux hein, quand on regarde ça. Mais bon, c'était les débuts. Et petit à petit, avec des membres qui ont participé à cela, et puis des nouveaux, eh bien, on a fondé notre propre association. Et aujourd'hui, c'est de la balle parce que au début, c'était difficile quand vous n'avez pas trop d'équipement, mais progressivement, on s'est équipé. Et aujourd'hui, vous avez vu, hein, on a notre équipement au complet. Donc vous voyez ici, hein, c'est celui qui est là, hein, 15e siècle, hein, une salade. On a notre campement avec 5 tentes, on a un four, on a notre canon médiéval. Enfin bref, voilà. On s'éclate à chaque fois pendant tout un week-end dans différents points de France. Est-ce que t'équiper pour cette passion, donc il parle de la reconstitution, te coûte cher, sans forcément donner le coût de ton propre équipement? Oh, le coût, il n'y a pas de tabou. Est-ce que ça coûte cher? Oui et non. C'est-à-dire que si on doit regrouper tout d'un coup, évidemment, ça serait des prix qui seraient assez élevés. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, ça serait pour l'équipement personnel autour de 1 000 €. Alors évidemment, comme ça coûte assez cher. Mais j'ai pas acheté l'équipement d'un seul coup. C'est venu progressivement. Notre association, on l'a ouvert en 2006. On est en 2019. Je crois que j'ai eu l'équipement complet autour de 2013-2014 hein, seulement. Donc c'est au cours d'une demi-douzaine d'années que j'ai acheté progressivement l'équipement. J'ai commencé par les chaussures parce que c'est la première chose à faire. Le casque, puis ensuite le gant bison, les gantelets, enfin progressivement voilà, on arrive avec un équipement complet. Sachant que tout le matériel de l'association en commun, eh bien là c'est les indemnités, enfin on ne dit pas les indemnités, mais qui sont données en fait par la commune. Alors le canon c'est pareil, etc. Voilà. Depuis quand enseignes-tu? Enfin, depuis combien de temps enseignes-tu? C'est depuis 2012, donc je suis pas très bon en mathématiques, mais il me semble que c'est la 7e année. Oui, 7e année. Durant tes moments de détente, est-ce que tu joues au Total War? Et si oui, lesquels? Oui, ça m'arrive encore, alors beaucoup moins qu'à une certaine époque, puisque j'ai pas autant de temps que quand j'étais étudiant. Lesquels, j'ai pratiquement joué à tous, peut-être pas les derniers là, qui sont sortis, j'ai pas encore eu le temps de mettre le nez, mais celui auquel j'ai le plus joué évidemment c'est les Rome Total War, avec aussi les Attila, les Napoléon Total War, évidemment les médiévales, que ce soit le premier ou le deuxième volet. C'est ça qui me donne un coup de vieux, c'est que j'ai pu voir l'évolution des jeux hein, entre le début des années 2000 et puis aujourd'hui. Enfin, vous voyez, les graphismes, ils sont totalement améliorés. Hein. Enfin bref.
Question suivante, est-ce que tu pourrais nous faire un top 5 de tes livres d'histoire préférés? Alors là pour le coup j'avais un peu préparé le truc parce que je voulais vous les montrer. Alors celui que j'ai préféré peut-être de ces 5 dernières années, je vous en avais déjà parlé dans la série Mossoul pour ceux qui l'ont suivi, c'est la guerre Iran-Irak de Pierre Razou. C'est un magnifique ouvrage qui vous raconte ce deuxième plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai adoré ce livre parce qu'il raconte aussi bien l'aspect diplomatique mais également l'aspect militaire. Il y a des cartes de malades à l'intérieur avec toutes les divisions, le matériel qui était acheté à l'étranger, bref. Et comme c'est un conflit qui a duré sur 8 ans, enfin, on vit vraiment les choses comme une aventure qui a eu des tournants entre chaque année avec des contre-offensives. Enfin bref, j'en dis pas plus. Si vous avez un petit peu de temps, lisez-le, franchement, il est super. De toute façon, je ferai une série à un moment donné sur cette guerre Iran-Irak, c'est obligé. Alors, le deuxième livre, alors là on va changer complètement de période. Oh, j'ai encore les feuilles à l'intérieur. Donc c'est les successeurs d'Alexandre en Asie centrale et leur héritage culturel de François Wiedemann. Ce livre, il est génial parce que donc il raconte l'histoire de ces successeurs d'Alexandre, mais dans une partie assez méconnue, c'est-à-dire l'actuel Afghanistan, le royaume de Bactriane, mais pas seulement, parce que c'est ça que j'ai découvert dans ce livre. C'est pour moi la Bactriane, c'est ce qu'il y avait de plus à l'est du monde hellénistique. Eh bien pas du tout. Il nous raconte que voilà comment la Bactriane s'est répandue dans le nord de l'Inde et que l'on avait encore des royaumes grecs après la mort de Cléopâtre. Enfin, c'était un truc de fou. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que François Wiedemann, c'est pas un historien en fait, c'est un physicien. Et vous allez me dire, comment c'est qu'il a réussi à écrire un livre d'histoire? Eh bien, non seulement il a réussi à écrire cette partie histoire, mais en plus, ça lui a donné quelque chose en plus, parce que faut savoir que le royaume de Bactriane, c'est pas un moment de l'histoire où on a beaucoup de sources, en tout cas sur ce royaume. Et lui, ce qu'il a fait en tant que physicien, c'est qu'il a analysé les pièces de monnaie qui sont l'une des rares sources de cette histoire du royaume de Bactriane. Et grâce à cet apport de la physique, eh bien, il arrive à de nouvelles interprétations. Il y a un chapitre qui est super, qui s'appelle les rois Coupro-Nickel, où en fait il reprend l'analyse de la composition de chacune des pièces, et il arrive à montrer comme ça comment le métal arrivait de Chine, et qu'est-ce que ça impliquait en termes de politique, etc. Enfin, il est génial. Bon, parfois, des fois, j'ai eu du mal à suivre parce que ça parle aussi beaucoup de physique. Alors, c'est un chapitre en particulier, mais ça montre que parfois, il faut aussi faire appel à d'autres sciences pour faire de l'histoire. Donc, je le conseille. Le troisième ouvrage, alors je ne l'ai pas ici parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, c'est l'histoire politique du monde hellénistique de Edward Will. Alors, qu'est-ce qu'il a de magnifique cet ouvrage? J'ai envie de dire, c'est l'histoire qu'il raconte. Quand vous ne connaissez pas ou rien de l'histoire hellénistique et que vous lisez cet ouvrage, enfin vous en prenez plein la tronche. Vous commencez avec la mort d'Alexandre et pendant 2 siècles c'est parti quoi. Alors vous commencez avec ces guerres des diadoques, avec ces meurtres, ces royaumes qui se fondent, ces guerres entre l'Agide, Antigonide, et puis que j'arrive avec les Romains, puis la confédération étolienne, les Achéens, enfin c'est un truc, enfin voilà, l'histoire hellénistique, encore une fois, j'adore. J'ai découvert justement avec ce livre et j'ai dévoré ce livre en quelques jours. Enfin, je l'adore. Mon quatrième ouvrage, alors c'est peut-être un ouvrage qui n'est pas très connu, mais je pense que là-dessus aussi je ferai une série. C'est La Compagnie catalane en Orient, qui a été écrit par un couple, donc Agnès et, je ne me rappelle plus, c'est Robert, voilà, Agnès et Robert Vinas. C'est un ouvrage qui est magnifique parce qu'il y a à la fois autant de détails. Alors c'est quoi en fait cette compagnie catalane? Il faut savoir que donc, les Catalans, on est au début du XIVe siècle, ont migré ou en tout cas ont fondé une compagnie de mercenaires qui était reconnue pour ça, qui a combattu en Sicile, puis en fait qui s'est retrouvée dans le milieu de l'Empire byzantin, engagé par ces derniers pour combattre les Ottomans, mais finalement ils se sont révoltés contre les Byzantins, donc il y a eu une bataille contre eux. Ils ont fini comme ça, comme un peuple migrant vers Athènes où ils ont fondé un duché. Enfin, encore une fois, c'est une histoire de malade. Ça nous envoie dans des univers que l'on ne connaît pas.
Et donc je disais que cet ouvrage il est magnifique parce qu'il y a à la fois du détail et puis il est richement décoré. Il y a une iconographie pardon, de malade. On va avoir aussi bien des documents originaux en couleur, les sources, les textes qui sont cités, c'est tellement rare dans les livres d'histoire avec des passages entiers. Il y a même un dernier chapitre qui fait le lien avec la vision des Catalans aujourd'hui. Il fait le parallèle en fait avec ce qui se passe en Catalogne, le fameux Despelta-Ferro, où on a une marque de bière qui propage l'idée en tout cas cette image de Catalogne indépendante. Enfin bref, pareil, je vous renvoie vers cet ouvrage. Le cinquième, c'est la fin de l'armée romaine, donc de Philippe Ricardo, qui raconte cette histoire extraordinaire, alors d'un point de vue de l'armée, d'un point de vue militaire, ces transformations de l'armée romaine que l'on connaît plus sous son aspect du Haut Empire, mais qui a été longtemps négligée en ce qui concerne le Bas Empire, mais dont on a redécouvert complètement l'histoire ces 40 dernières années, et c'est magnifique, cette adaptation de l'armée romaine avec les crises, avec des nouveaux peuples qui arrivent, la modification de l'aspect et ce désastre d'Andrinople. Comment est-ce que les derniers empereurs ont réussi à défendre l'Empire? Vous avez la bataille des champs cataloniques, et puis il y a tout qui est raconté, que ce soit l'aspect du commandement, l'adaptation qui tord le cou finalement aux préjugés d'une idée d'une armée décadente à la fin du IVe siècle, mais qui au contraire s'est finalement adapté. Vous voyez, encore une fois, c'est un ouvrage que j'adore beaucoup. Alors, un petit sixième ouvrage, je sais que normalement il n'y en avait que 5, mais c'était une petite session nostalgique. C'est l'histoire de France en BD, que j'ai découvert quand j'étais en 6e. Vous voyez d'ailleurs, c'est marqué ne pas sortir du CDI. En fait, j'ai réussi à les avoir parce qu'à un moment, ils étaient en tel mauvais état que le CDI voulait s'en débarrasser. Donc moi, je suis arrivé par là, je dis non, vous me les donnez. J'adore parce que ça raconte très simplement l'histoire de France, parfois même avec des gros préjugés. Vous voyez Vercingétorix avec des grosses moustaches et des cheveux, on sait que c'est pas comme ça, mais enfin voilà. Et en tout cas, ça permet de fixer une iconographie quand on est jeune, des différents événements de l'histoire. Et moi, je sais que des fois, encore maintenant, quand je pense à certains événements, eh bien, je pense aux images qui sont représentées dans ces ouvrages. Vous voyez, par exemple, Charles de Bourgogne, à chaque fois qu'on parle de Charles le Téméraire, mort au siège de Nancy, je pense toujours à cette image-là où il est mort dans la neige, bouffé par les loups, enfin bref. Voilà, c'est un livre que je recommanderais aussi pour les plus jeunes. Alors, toujours dans la même veine, alors voilà, quel est le livre que tu es en train de lire en ce moment? Alors, ça tombe bien parce que je vais en reparler un peu aussi dans les projets. Alors, c'est un livre allemand qui s'appelle Preußen bewegt die Welt. La Prusse bouge le monde. Der Siebenjährige Krieg, c'est la guerre de 7 ans. Pourquoi c'est lié à un projet? Parce que donc je vais bientôt retourner à Berlin et revoir le château de Potsdam comme je le fais chaque année. Et je vais vous raconter dans une série à la fois cette vie extraordinaire de Frédéric II, cet enfant qui détestait l'armée, qui était battu et qui devient pourtant l'un des principaux penseurs militaires généraux de son époque. Et évidemment la guerre de 7 ans, cette première guerre mondiale, certains diront, comment Frédéric II a réussi à survivre, à vaincre dans une guerre où il devait affronter à la fois la Suède, la France, l'Autriche-Hongrie, la Russie, enfin bref, voilà. Donc c'est ce que je suis en train de lire, et du coup j'en parlerai dans cette série. Alors, préfères-tu la grande stratégie, la stratégie ou la tactique? Difficile à répondre parce que j'ai un peu envie de dire que les deux sont importants. Alors évidemment, quand je fais des batailles médiévales ou antiques, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la tactique qui m'intéresserait plus. Par contre, quand évidemment je parle d'événements plus contemporains, notamment la série là, que je fais sur l'opération Source de paix, la Turquie qui intervient en Syrie, c'est plus la stratégie et moins la tactique pour le coup. Donc je serais incapable de répondre à cette question, les deux me vont, mais tout dépend évidemment de l'événement que je suis en train de traiter. J'ai cru discerner un intérêt particulier sur le matériel utilisé et surtout sur les tanks. Est-ce juste une impression? Non, c'est pas une impression, j'adore les chars, j'adore les tanks.
Vous avez pu le voir d'ailleurs avec les différentes séries que je suis en train de faire en ce moment. Donc j'ai déjà sorti celle sur les chars polonais en 1939. Je suis en train de réaliser en même temps une vidéo, parce que j'étais à Rome pendant ces grandes vacances, sur les chars italiens de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que depuis tout petit, le char c'était un véhicule moi, qui m'intéresse. Alors je sais que certains ce sera plutôt les camions, plutôt les jeeps, plutôt les avions, etc. Mais moi c'est vraiment le char. Alors d'où me vient cette passion? J'en sais rien. Je me suis pas forcément posé la question, mais en y repensant, en fait, j'étais dans un collège à Bayeux, et juste en face du collège, en fait, on a le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, enfin du 6 juin 44, avec les 3 chars qui sont devant. Donc peut-être que ça vient de là, finalement, le fait de ce contact avec le matériel de guerre du débarquement très jeune. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être une des raisons. Sur ces films, tu prends lequel? Alors, on a le choix entre Das Boot, Ben-Hur, le docteur Zhivago et Laurence d'Arabie. Alors, sans conteste, sans hésitation, pardon, ça sera Laurence d'Arabie. Pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est la BO qui est magnifique. Bon, quand on pense à Orient, on a cette musique qui nous vient forcément dans la tête. Et la deuxième raison, bon, je dirais la deuxième raison, c'est l'histoire en elle-même, quand même si évidemment dans le film elle est un peu romancée. Bon voilà, l'histoire de Laurence d'Arabie en lui-même est quand même assez extraordinaire. Et la troisième raison, c'est que c'est l'un des rares films qui à l'époque traitait de la Première Guerre mondiale, mais du côté de l'Empire ottoman. Ça revient en ce moment, hein, surtout avec la Turquie qui a tendance à faire des films sur sa propre histoire, notamment Gallipoli. Mais à l'époque, c'était pas gagné. Hein. Donc du coup, c'était un film qui valait au moins son pesant de cacahuètes. Bien, dernière question perso, ah non, l'avant-dernière question perso. Il me semble que tu es normand, mais que tu travailles dans la belle région des Hauts-de-France. Alors plutôt trip à la mode de Caen ou fricadelle? Alors là, pardon à ma Normandie, mais j'avoue que pour moi, les tripes à la mode de Caen, c'est trop hard. Donc là, j'aurais tendance à dire fricadelle. Pardon Normandie, pardon Normandie. Et dernière question, donc, quelle est ta couleur préférée? Ouh, c'est une question ultra personnelle, dis donc. Non, alors, ça serait plutôt le rouge, voire un peu le bleu. Enfin, vous voyez, c'est comme les périodes, hein, j'ai du mal à avoir une couleur préférée unique. Voilà pour les questions perso. Alors, dans les questions concernant la chaîne, la première, c'est comment t'es venue l'idée de cette chaîne? Alors ça a commencé, que je dise pas de bêtises, en 2014 ou 2015. Ça va me permettre de rendre à César ce qui est à César, peut-être que vous connaissez d'ailleurs. C'est les vidéos de Mundus Bellicus, qui avait fait quelques petites séries de reconstitution de bataille à partir des jeux Total War 1. Et c'est vrai que ça avait éveillé ma curiosité, puis j'aimais bien regarder ces épisodes. Et puis le problème, c'est que à un moment donné, ils se sont arrêtés, et j'avais un peu les boules en me disant pourquoi ils reprennent pas et tout, enfin bref. Et je me suis dit, écoute, puisque toi tu voudrais avoir une suite, et pourquoi tu ne la ferais pas toi-même? Et c'est vrai qu'au début, je disais, bon, j'ai peut-être pas les compétences techniques, je sais pas comment faire. Donc progressivement j'ai appris, ça m'a pris beaucoup de temps, les logiciels, comment est-ce qu'on faisait, etc. J'ai vraiment, quand vous regardez les premières vidéos, hein, j'y suis vraiment allé à tatillon. Hein, quand je regarde parfois ma première vidéo, donc je crois que c'est sur la bataille de Dara, des fois je me dis oh là là, la qualité technique est pas terrible. Bon, il faut dire que j'ai pas le matériel à l'époque. Donc voilà. Comment est-ce que je suis amené à faire cette chaîne? En fait, à la base, je faisais partie d'un groupe qui jouait donc sur Total War, qu'on appelle un clan. J'avais fait ces chaînes en fait pour expliquer aux membres de ce clan les différentes batailles qu'on était en train de faire. Et donc voilà, moi à la base quand j'avais commencé cette chaîne, c'était vraiment dans un petit cercle de quelques dizaines de personnes, mais à aucun moment j'imaginais qu'un jour je serais amené à faire des trucs pour des milliers de personnes. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, donc je crois que j'ai ouvert officiellement ma chaîne, je crois que c'est début 2015, à vérifier.
Combien de temps te prend une vidéo ou une série entière à réaliser? Recherche, montage, écriture, etc. Alors, combien de temps? Évidemment, c'est très variable. Si je devais faire une moyenne, en général, ça serait à peu près 4 mois pour une série. Alors, par exemple, les chars sur les poneys, par contre, ça m'a pris que 2 semaines. Que ce soit sur Bouville, que ce soit sur le Gaden, oui, bah, c'est ça à peu près, hein, c'est 4 à 5 mois. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est pas tellement la partie recherche, parce que lire, j'y vais assez rapidement, et puis voilà, prendre les notes, enfin, j'ai très vite les choses en tête. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est le montage. Il faut vous imaginer que pour une minute de vidéo que vous voyez, moi, c'est à peu près 1 heure de travail, hein, et je déconne pas, hein, c'est vraiment 1 heure entre rechercher les images, des fois quand je fais des cartes, créer les icônes, rechercher la bonne carte, encore une fois, chercher la bonne vidéo qui va illustrer le bon moment à tel endroit. Donc évidemment, tout ça, ça prend énormément de temps. À côté de ça, évidemment, j'ai des séries qui vont prendre beaucoup plus de temps. La série sur la bataille de Mossoul, bah, ça a duré 1 an, parce que finalement, le travail n'était pas exactement le même. Là, c'est je suivais un conflit. Donc au final, le temps, c'était celui qu'allait durer cette bataille de Mossoul. Et ça a duré d'octobre 2016 ou 2017, je ne sais plus dire, de 2017 à juillet 2018. Donc vous voyez que ça a duré à peu près 9 mois. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand certains me disent bah, quand est-ce que tu ressors une série, etc. Bah, vous voyez, je sais pas comment font certains youtubeurs pour sortir une vidéo toutes les semaines ou même parfois tous les 3 jours. Enfin, ou c'est moi qui suis trop lent dans le montage, ou je sais pas. Si vous avez des informations là-dessus, je serai preneur. Là j'ai un petit peu plus de temps évidemment, donc du coup je peux accélérer le rythme de production, surtout que j'ai beaucoup travaillé pendant les vacances, donc ce qui fait que évidemment le temps entre les 2 vidéos c'est fortement raccourci. Alors, quelles autres chaînes historiques présentes sur YouTube t'intéressent? Alors, il y en a plein, évidemment. Alors bon, je vais citer le classique Nota Bene, évidemment. Même si Nota Bene, j'aime bien le côté anecdotique. Hein, je trouve que c'est une formidable accroche. Enfin, il accroche bien les personnes. Mais c'est pas le youtubeur que je vais préférer dans le sens où il traite pas trop de l'aspect militaire. De ce point de vue-là, je vais plutôt aimer, alors vous connaissez sûrement, c'est sur le champ de bataille. J'adore parce que, en fait, je me reconnais en lui, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de raconter les événements, il y a une recherche derrière ça, quoi. Il va faire, je sais pas, par exemple, la dernière vidéo que j'ai vue, c'était sur la Madagascar, et à travers cette campagne française de Madagascar, il traite le concept alors c'est de l'expansion de taches en huile, je ne sais plus exactement comment il disait ça. Voilà, donc c'est un peu ce que moi j'essaie de faire avec la guerre sino-vietnamienne, avec ce concept de guerre limitée. Donc évidemment, c'est quelqu'un que j'aime bien, enfin, en tout cas une chaîne que j'aime bien. Un autre, c'est Histoire appliquée. En fait, il fait une chaîne, donc c'est à la fois une analyse de films historiques, sur les batailles de l'Antiquité, etc. Et quand je vois, en fait, je me reconnais bien parce que quand il dit des choses sur des films, sur Alexandre le Grand, sur Gladiator, c'est des films, quand je les ai vus, je me disais exactement les mêmes réflexions, sur l'équipement, bref. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est les 2 principales chaînes en histoire que j'aime bien. Alors, histoire francophone, parce qu'une autre que j'aime bien, c'est Kings and General. Que j'adore parce que franchement ils ont des animations de ouf. Alors là je suis vraiment super envieux. Si un jour je pouvais faire 10% de ce qu'ils arrivent à faire, je serais super content. Bien que je leur reprocherais le côté trop court et trop simpliste, dans le sens où j'ai vu quelques vidéos parfois sur des événements que moi-même j'avais fait. Ils ont tendance à vouloir raconter une version des choses pour que voilà, ça tienne en 10 minutes et du coup ils ne font pas trop d'explications au niveau des différentes versions possibles. D'ailleurs ils ne citent pas leurs sources, ça je trouve ça dommage. Mais sinon le reste c'est très bien. Il y a aussi Eastern Story qui fait de l'histoire, mais alors cette fois-ci par des cartes, donc de l'histoire militaire.
Voilà. Il y en a plein d'autres que voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais ouais, et je trouve que c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure. Quand j'ai ouvert ma chaîne, en fait, je me pensais, alors pas seul, parce que je savais qu'il y en avait d'autres, mais je faisais pas trop attention à ce que les autres faisaient. Et progressivement, je me suis amené à intéresser aux autres chaînes. Et finalement, je trouve qu'on est super nombreux à faire de l'histoire, mais en même temps, d'un point de vue qui est différent. Donc, ils sont appliqués, c'est plutôt militaire. Donc champ de bataille, c'est sur un point de vue militaire. Histoire appliquée, c'est plutôt archéologie, équipement et film. J'ai vu qu'il y avait aussi ces histoires de chaîne à travers les squelettes. Nota bene, ça va être plutôt par rapport aux anecdotes, aux petites histoires. Et voilà, donc moi j'aime bien parce que finalement, ce serait le rêve, c'est qu'un jour on puisse tous se rencontrer dans une salle et on ferait une orgie d'histoire. Enfin bref. Question suivante. À nouveau dans tes rêves les plus fous, avec quelle autre chaîne YouTube aimerais-tu travailler en collaboration et sur quel sujet? Justement, avec les deux que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire que ça soit champ de bataille ou histoire appliquée, j'aimerais bien travailler avec eux. Et d'ailleurs, je pense qu'avec histoire appliquée, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des connaissances communes parce que quand j'ai vu sa vidéo sur sa tentative de nager entre guillemets avec une cotte de maille, et bon, il a fait plouf, hein. Au début j'étais trop frustré parce qu'en fait c'était quelque chose que je voulais faire. Faut savoir, c'est que chaque année au mois de mai, donc il y a cette reconstitution de Sully-sur-Loire, qui est le plus grand rassemblement de reconstitution historique de France. J'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais envie de faire ça parce qu'il y a un lac à côté. Je me suis dit tiens, je vais tenter de nager avec mon armure du 15e siècle pour voir si c'était vraiment possible. Trop tard, il m'a devancé. Mais bon, à la limite, je tenterai quand même le coup, parce que lui, il a fait qu'en cotte de maille. Moi, il faut que je la fasse absolument en armure du 15e siècle complète. Bon, je pense que j'ai déjà la réponse à cette question. Et donc, je lui ai fait part de ce désir s'il pouvait venir à Sully-sur-Loire. Et il se fait qu'en fait, il fait partie d'une association. Nous, on a une de nos membres qui est une petite amie d'un des membres de cette association. Et donc, il se trouve qu'il va peut-être venir l'année prochaine. Et donc, j'essaierai de lui en toucher un mot si il veut faire des trucs en commun. Après tout, il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est vrai que je m'en retrouve bien dans sa démarche, hein, à la fois de l'histoire, l'utilisation d'équipements, la filmographie, etc. Et évidemment avec champ de bataille aussi, je pense que ça serait une chaîne avec laquelle j'aimerais beaucoup travailler. Sur quel sujet? Les sujets ils sont infinis, j'ai envie de dire. Alors comment est-ce que tu choisis tes sujets? Alors là j'ai envie de dire que c'est vraiment au hasard de ce que je fréquente, c'est-à-dire si je vais voir un film, ça va peut-être me donner l'envie de faire un épisode sur quelque chose, en fonction des événements. Voilà, quand j'ai fait la série sur Mossoul, c'était absolument pas prévu un mois plus tôt, et puis j'ai commencé à suivre cette bataille, et 3 jours après, j'ai commencé une série qui m'a pris pratiquement un an. Pareil là pour le conflit en Syrie qui est en train de se dérouler en ce moment. Là pour le coup, c'est pas quelque chose que je prévois, mais c'est quelque chose qui s'impose à moi. À côté de ça, donc il y a, en fonction de ce que je suis en train de lire, quand j'ai lu du coup la bataille de Bouvines de l'ouvrage qui est sorti l'année dernière, ça m'a donné envie de faire cette série. Parfois ce sont des films, comme j'ai dit, des événements, des voyages. Si je fais les chars les chars italiens de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que j'ai fait un voyage à Rome et je me suis dit que c'était l'occasion d'eux. Voilà, donc pareil pour ce qui est du château de Potsdam, donc je vais faire quelque chose sur la guerre de 100 ans. Enfin voilà, c'est vraiment totalement du hasard, sachant que parfois un nouveau projet peut me faire abandonner un que je suis déjà en train de faire en fonction du temps disponible. Voilà pour ce qui est des questions sur la chaîne. Alors, dans les questions projets, la première des questions c'est quelles sont les futures vidéos que tu vas faire. Dans le court et moyen terme, pour l'instant, si je devais établir un calendrier, j'ai déjà prévu des épisodes au moins jusqu'à février. Donc évidemment, il y a ceux que je suis en train de faire sur la série, la série qui va continuer. Il y a donc les chars de la Seconde Guerre mondiale italiens.
Il y a également donc l'aviation italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fois que j'aurai fait ça, je vais essayer d'achever donc cette série sur Seleucos. Ça fait 2 ans que j'y suis, mais à chaque fois que je la reprends, il se passe quelque chose dans ma vie qui me fait faire abandonner, faute de temps. Donc là, je vais la reprendre avant Noël. J'ai prévu aussi de vous faire quelque chose que sur lequel j'avais déjà commencé à travailler, puisque l'année dernière, donc, je suis allé au musée militaire. C'était aux Invalides. C'était une exposition sur l'après Première Guerre mondiale, c'est-à-dire tous ces conflits qu'on avait dans les pays de l'Europe de l'Est après le 11 novembre 1918. Et j'avais beaucoup travaillé sur le conflit qu'il y avait eu en Estonie. J'avais vu également un film, et là c'était par rapport à la Lettonie sur Riga, que je vous présenterai. Donc évidemment tout ça, ça me donne envie. Je le ferai donc pendant cet hiver. Sinon, quels sont mes autres projets? Alors ça va me permettre en même temps de relier à la deuxième question, c'est dans tes rêves, quelles sont la bataille ou la guerre que tu souhaiterais dans tes rêves les plus fous aborder sur ta chaîne? Eh bien, celle que j'aimerais absolument faire, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette série sur la guerre Iran-Irak. Le truc, c'est qu'à chaque fois je repousse le projet parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et que en fait dès que je vais commencer je vais pas pouvoir faire d'autres choses, donc j'ai tendance à repousser le projet en me disant non mais plus tard. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Qu'est-ce que j'aimerais également beaucoup faire? En ce moment j'ai une petite idée, j'aimerais bien vous faire, c'est le conflit qu'il y a eu à Chypre dans les années 70. Pourquoi pas y aller directement là-bas en vacances pour pouvoir en même temps filmer les différents endroits. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme projet? J'aimerais bien faire, c'est la bataille d'Hastings, parce que bon, normand que je suis, Hastings c'est un peu notre Austerlitz, et en plus comme c'est pas très loin, ça me permettrait de retourner en Angleterre. Voilà dans les projets qui sont pas encore prévus, mais en tout cas que j'aimerais bien aborder. Alors, vous avez été par contre nombreux à me poser des questions, ou plutôt à me faire des suggestions sur les prochains épisodes que je pourrais faire. Donc évidemment beaucoup c'était par rapport à la situation actuelle au Moyen-Orient, et en particulier l'État islamique, le conflit qu'il y avait en Syrie, en Irak, puisque c'est vrai que j'avais un peu abandonné le truc pendant 1 an. Donc par exemple, quand est-ce que tu vas reprendre ta série sur Raqqa? Est-ce que tu as fait une conclusion à ta série sur le conflit syrien? Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Ah oui, un petit bilan sur la bataille de Mossoul. Alors là-dessus, j'aimerais m'expliquer. C'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire suite à la bataille d'Afrine pour plusieurs raisons. Bon, déjà, j'avais un peu une saturation, puisque faut vous imaginer que Mossoul, ça m'avait pris quand même pratiquement 1 an. J'ai rembrayé avec Afrin qui m'a pris pratiquement 5 mois. Et donc ouais, je commençais un peu à saturer la Syrie et l'Irak, dont j'ai besoin, quand c'est ça, de passer à d'autres périodes. Il y avait une autre raison, c'est que cette série sur la bataille de Mossoul, c'est ce qui a expliqué aussi la suppression, même si c'est par erreur que YouTube a reconnu par la suite, de ma chaîne. Donc j'avais en quelque sorte peur de réaborder ces conflits, parce que suffit que quelqu'un clique en disant attention, ça serait trop violent, etc. Alors que je fais bien attention aux images que j'utilise, et bien du coup vous avez toute votre chaîne qui se prend un avertissement, voire se faire supprimer. Donc c'est la deuxième raison aussi de pourquoi j'avais un peu abandonné cette série, par exemple sur Raqqa. Et puis la troisième raison, elle est liée à l'évolution des événements, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était arrivé à cette poche d'Idlib. J'étais persuadé à un moment donné que le conflit allait enfin prendre, et puis tout d'un coup vous avez eu cet accord entre la Syrie, entre la Turquie et la Syrie par l'intermédiaire de Poutine, et qui fait que ce conflit, cette guerre est devenue un conflit larvé. Pour l'instant on ne sait pas comment ça va se décanter, et donc je me voyais mal faire une série, parce que faire une série à partir du moment où vous avez des véritables opérations sur le champ de bataille, des avances, des progressions, pourquoi pas, mais là le problème c'est que pour l'instant, en ce qui concerne la poche d'Idlib, eh bien c'est des bombardements, des attentats, etc. Mais à part faire une chronique de tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ça ne veut pas dire qu'un jour je n'y reprendrai pas, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'avais mis un peu de côté. Mais bon, quand vous m'avez écrit ces questions, évidemment l'intervention turque en Syrie n'avait pas encore commencé, en tout cas pour l'opération Source de paix. Mais vous voyez que maintenant c'est chose faite, et je réaborde ce conflit en toute plénitude. Voilà.
Alors, en ce qui concerne les suggestions, elles ont été nombreuses, alors j'en lis quelques-unes. Donc certains proposent, c'est la guerre russo-afghane, certains c'est le conflit ukrainien, donc en 2014, un conflit sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais j'aimerais aussi beaucoup présenter, mais pareil, moi j'ai peur de ce que ça pourrait devenir, c'est-à-dire que si je fais un épisode et puis ensuite je le vois censuré parce que vous avez un pro-russe ou un pro je ne sais quoi qui n'a pas aimé le ton de ma vidéo et que je me fais kicker par YouTube, enfin voilà, c'est toujours le problème, c'est que si on ne garantit pas la liberté d'expression, je vais avoir du mal à rentrer dans certaines périodes qui pourtant sont franchement passionnantes. Et le conflit en Ukraine, puisque j'ai travaillé dessus déjà, enfin, c'est passionnant, quoi. Toutes ces milices, cette armée ukrainienne qui reprend du territoire avant de se faire complètement encercler par des milices russes, l'intervention des milices ukrainiennes, lapsus révélateur, aidées par les Russes, enfin bref. J'aborderai, mais j'attends d'abord de voir ce qu'il en est avec la possibilité de s'exprimer en toute quiétude sur YouTube. Parmi donc les suggestions, vous avez donc la guerre du Pacifique entre le Chili, la Bolivie et le Pérou, la guerre du Chaco, la guerre de 100 ans, les guerres entre Hannibal et les Romains, les guerres du monde arabe, vous avez aussi donc la Première Guerre mondiale, le débarquement du 6 juin 44, peut-être par rapport au fait que je suis normand. Voilà, donc vos suggestions, elles sont nombreuses, mais vous comprenez bien que ça me prend tellement de temps pour ne faire ne serait-ce qu'une série que tout ça, évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais je m'engage à une chose, c'est que lorsque vous serez 5000 sur ma chaîne, eh bien je m'engage à traiter un conflit de votre choix. C'est-à-dire que je vais prendre toutes vos propositions, je les mettrai sur le compte Facebook, il y aura une sorte de sondage, on va procéder en 2 tours, et puis ensuite je laisserai plusieurs semaines, et puis tous ceux qui voudront voter voterez, et puis à la fin donc, je prendrai les 5 principales batailles qui ont été choisies. Et ensuite dans le 2e tour, eh bien, il faudra choisir la bataille ou le conflit que vous voudrez que je traite. Et là je m'engage à le faire, donc d'ici les 5000, eh bien réfléchissez à ce sur quoi vous voulez que je travaille. Voilà. Bon, écoutez, on a fait un peu le tour de toutes vos questions, donc j'espère que j'ai pas été trop long. On commence quand même ça commence à bien durer. Donc voilà, c'est ainsi que je voulais un peu passer le cap des 3000 avec vous. Vous remercier encore une fois. Vous indiquer en même temps donc, que j'ai ouvert un compte Facebook. Je vous invite également à aller sur mon compte Twitter, à revoir mes vidéos, à me suivre, enfin bref, à vivre avec moi cette passion de l'histoire. Et encore une fois, merci, vielen Dank, muchas gracias, grazie mille, thank you very much. Je vous aime et à bientôt et surtout, longue vie et prospérité.